Bonjour et bienvenue dans La pensée et les hommes. Aujourd'hui, nous allons explorer un enjeu essentiel, la place de l'information dans la vitalité démocratique. Une démocratie ne vit pas seulement à travers les institutions. Elle vit aussi par la qualité des faits qui circulent, par la capacité des citoyens, mais aussi de nos décideurs politiques, à s'appuyer sur d'informations fiables, contextualisées, vérifiées. Dans un monde où chacun peut filmer, publier et commenter instantanément, comment transmettre l'information avec rigueur et responsabilité afin de nourrir le débat public? Comment maintenir un lien entre la citoyenneté, l'information et la gouvernance? Pour éclairer ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, deux experts, reconnus par leurs travaux sur des thématiques urgentes et sensibles, touchant autant la Belgique que le reste du monde, et qui interrogent le réel chacun à leur manière. Monsieur Frédéric Laure, journaliste d'investigation plusieurs fois primé, bonjour. Bonjour. Et monsieur Yvon Lamens, documentariste, engagé dans l'exploration du monde social et politique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et entrons au cœur de cette réflexion. Tout d'abord, peut-être pourrions-nous commencer par mettre en avant une de vos réalisations qui pourrait éclairer notre sujet aujourd'hui. Monsieur Laure, laquelle choisirez-vous et pourquoi? Je pourrais vous parler d'un sujet sur lequel j'ai encore écrit tout récemment, qui est une affaire, un scandale financier appelé les Dubai Papers. Donc c'est une investigation que j'ai menée pour le versant belge de cette affaire en 2018. Conjointement avec des confrères français du Nouvel Obs et de France Info, la cellule investigation de France Info. Alors pour faire simple, c'est un réseau organisé par des Belges, les têtes pensantes sont des Belges, et ils ont mis en place un réseau d'évasion et de fraude fiscale permettant à des centaines de clients, dont une soixantaine de Belges, de détourner cet argent de sa destination, c'est-à-dire le trésor public, l'impôt. Cette affaire, donc, j'ai passé beaucoup de temps à l'investiguer. C'est évidemment très technique, parce qu'on est face à des sociétés offshore, à des circuits internationaux de blanchiment, etc. C'est assez complexe. Et ce qui me réjouit, c'est que la justice a suivi. Donc il y a une information judiciaire ouverte en France, une instruction menée en Belgique, qui va normalement aboutir à des procès, certainement en 2026 en France, peut-être un peu plus tard en Belgique. Et puis, surtout, des citoyens s'en sont emparés. Il y a des collectifs citoyens qui se sont créés et qui ont questionné la déontologie des intermédiaires de ce réseau, des avocats, des experts comptables, des experts du chiffre. Ça a produit des articles, ça a produit des débats, ça a produit des conférences. Et donc, c'est un peu l'essence de mon métier, c'est-à-dire de faire un journalisme qui a un certain impact et dont les citoyens ensuite peuvent s'emparer pour en faire quelque chose. Voilà un travail tout à fait impressionnant et tout à fait cohérent comme exemple pour notre thématique aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Lamens. Je dirais que pour moi, un des films qui m'a demandé le plus d'investigation, c'est L'or noyé de Kamituga, que j'ai fait avec Colette Brackman. On a suivi pendant plus de 20 ans une mine d'or qui auparavant était à l'Union minière, puis était passée aux Français, et puis qui a été vendue aux Américains, Canadiens, et on démontre là-dedans toute la déstabilisation que les Américains ont faite en Afrique, et surtout dans cette région-là, au Kivu. Donc on traite beaucoup de la citoyenneté, justement, par rapport à ce qu'il en reste par rapport aux autres richesses. Très bien, merci beaucoup. Voici également une réalisation très engagée. On va revenir un peu sur l'essence de vos métiers. Comment vos métiers, du coup, de journaliste et documentariste ont-ils évolué ces dernières années?
Quels sont aujourd'hui les plus grands défis? Et peut-être la désinformation, la rapidité de transmission des informations, et peut-être les pressions politiques ou économiques. Voilà. Est-ce que vous pourriez un petit peu décliner comment cette évolution a eu lieu au sein de votre domaine d'expertise? En tout cas, moi, dans mon domaine, il y a toute une série de phénomènes très marquants. Il y a, on pourrait en citer pas mal, il y a la concentration des médias. Le pluralisme s'est fortement restreint ces dernières années. Il y a la précarisation du statut des journalistes et spécialement des jeunes journalistes. L'éloignement du terrain, c'est-à-dire qu'on pratique un journalisme de plus en plus derrière les écrans. L'emprise de l'émotionnel au détriment de la nuance, de la complexité du réel. Voilà. Je pourrais en décliner d'autres, mais pour moi, le phénomène qui m'a le plus marqué depuis que je fais ce métier, c'est bien évidemment la transition numérique, la digitalisation de l'information. La révolution numérique, c'est la troisième grande étape de l'histoire du signe, après l'invention de l'écriture et de l'imprimerie. Et cette révolution numérique, avec l'émergence des plateformes, des médias sociaux, etc., elle a essentiellement deux conséquences fondamentales pour mon métier. C'est d'une part l'accélération de l'information. Ça va de plus en plus vite. Le temps laissé aux journalistes est considérablement réduit. La prépondérance ensuite des images. La vidéo aujourd'hui a pris énormément de place, y compris dans le monde de la presse écrite, et justement au détriment d'un journalisme qui est moins centré sur l'écrit aujourd'hui. Et arrive l'IA maintenant, qui provoque une surabondance informationnelle, quoi. Voilà, je dirais que les évolutions les plus significatives sont celles-là. Très bien, merci. Et vous, Monsieur Lamens, vous qui maniez autant l'image que le texte, est-ce que finalement la présence des images a plutôt été une aubaine pour votre métier? Et quels sont les autres défis pour vous? Oui, moi je me suis vraiment tourné vers l'image, hein, donc le texte je le fais moins, c'est-à-dire je laisse la place à des interviews, donc à des témoignages. Et justement, je rejoins très fort ce qui a été dit. C'est qu'actuellement, il y a un afflux total d'informations de n'importe quoi. Et on est toujours dans l'émotionnel et on n'est plus dans le rationnel. Et ça, c'est le gros problème. Et tout le monde se permet de dire n'importe quoi sans vérification. Et moi, ce qui m'alimente, surtout, c'est le doute. Et je pars sur le doute et je vérifie. Donc, mon travail de documentariste, qui est différent que de documentaliste, parce qu'il faut bien faire la différence. Documentariste, c'est quelqu'un qui fait essentiellement aussi de la vidéo en profondeur. Comme toi, tu le fais aussi en longueur, par l'écrit. Moi, c'est par des témoignages que je vais chercher et c'est très important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout avoir une trace du temps présent pour le futur. Pas par l'écrit, par un complément qu'est le film. Et donc voilà, ce qui est très intéressant pour moi. Et donc je vais chercher des témoignages du passé pour argumenter ce que je dis. Et c'est très important. J'aime beaucoup ce que Victor Hugo disait toujours, le futur n'est rien d'autre que le passé à mettre en ordre. Et on oublie toujours ce passé, et comme tu disais, le manque de connaissances est flagrant pour l'instant dans l'information, et on ne laisse plus la place du doute. Et ça, c'est très important, parce que le doute permet justement d'aller vérifier. Vous voulez peut-être réagir, Monsieur Laure? Est-ce que finalement le doute, mais aussi une distance critique dans votre métier est essentielle également? Oui, très certainement. Moi, je dirais que la mission du journaliste, mais aussi du documentariste, c'est d'offrir un service de phare et balise au service d'une vérité de fait, hein, d'une vérité
où les faits sont au centre, hein, c'est déjà ce que disait Arendt il y a très longtemps, que ce qui doit être au centre de n'importe quel débat, et quelles que soient nos opinions et nos convictions, ce sont les faits, reconnus comme tels. Et, disait-elle, à partir du moment où les faits ne sont plus au centre, eh bien, les opinions deviennent une farce. Et ça, c'est la grande difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire que la mission d'un média, d'un média d'information, c'est de rassembler autour d'une vérité factuelle commune. Ensuite, on peut avoir les opinions et les interprétations que l'on veut. Et ce métier-là, cette mission-là, on a de plus en plus de difficultés à la remplir parce que aujourd'hui, derrière les écrans, derrière les médias sociaux, beaucoup de personnes pensent pouvoir façonner leur propre vérité. Mais c'est un leurre, parce qu'en réalité, ce sont les algorithmes qui façonnent leurs opinions, qui façonnent leurs croyances, et ils se retrouvent à créer une espèce de chez-soi idéologique comme ça. C'est déjà ce que Tocqueville appelait il y a très longtemps les petites sociétés. Et à l'intérieur de cet entre-soi, hein, ce que techniquement on appelle dans le domaine des médias sociaux les bulles de filtrage, en fait on ne pense plus. Et donc ça, pour moi c'est le défi numéro un. C'est lié à la désinformation et à la capacité qu'ont encore les journalistes, qui sont totalement délégitimés aujourd'hui comme médiateurs de savoir, de convaincre le citoyen que le journalisme ou le documentarisme demeure la meilleure manière de s'informer. Très bien, merci. Alors, pour le documentariste, quels sont les enjeux de narration, justement, et de transmission de l'information dans votre métier? Je pense que la narration est vraiment le cœur. Comment est-ce que vous laissez la place et quelle est aussi votre place à vous dans la narration que vous proposez? Alors la narration est quelque chose de très dangereux parce que la narration, c'est quelque chose qui résume ou qui amplifie quelque chose. Moi, je laisse la place beaucoup à l'interview parce qu'elle met au centre la réalité des choses. Et pour moi, la narration ne fait que résumer quelque chose. Et ce que je fais et ce que j'aime faire dans mon métier, c'est surtout que le spectateur puisse avoir sa propre opinion. Je ne la dirige pas. Et attention, parce que la narration, en général, c'est très dangereux parce qu'elle peut être manipulée. Et donc, les gens qui ne vérifient pas ou qui s'intéressent peu à d'autres choses sont influencés tout de suite. Et ça, c'est un danger parce que c'est une puissance. Et de plus en plus, pas mal de politiciens emploient cette technique de raccourcir un événement par des images qui sont parfois même tronquées, trichées, et pour dire des choses qui n'ont rien à voir. Et ça, c'est très dangereux. Donc la narration, elle est importante, mais moi, je la laisse surtout de côté. Je laisse d'abord, avant tout, les gens s'exprimer par rapport à une situation. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Mais la narration peut être intéressante quand on fait un film sur quelqu'un qui est mort, par exemple. Mais je laisse encore la place à des gens qui ont connu les personnes qui sont décédées. Très bien, merci. On va revenir aussi sur le journalisme, du coup. Quelle différence faites-vous entre le journalisme classique et le journalisme d'investigation? Est-ce que vous mettez plus ou moins les mêmes, je dirais, garde-fous qu'un documentariste? Le journaliste d'investigation, c'est avant tout un journaliste. On a créé cette catégorie de journalisme d'investigation. Ça recouvre une certaine réalité, mais c'est aussi parfois un peu artificiel, parce que je dirais que le propre d'un journaliste, c'est d'investiguer, c'est-à-dire c'est de lever les voiles du réel, c'est d'aller voir derrière l'apparence de la réalité, ce qui s'y trouve. Ensuite, c'est vrai qu'il y a malgré tout une certaine spécificité. Alors, l'investigation, c'est toute une série de techniques d'investigation, mais dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici et maintenant. Moi, je dirais que la différence par rapport au journalisme plus classique, au journalisme davantage centré sur l'actualité immédiate, c'est que le journaliste d'investigation n'accepte pas le monde tel qu'il est.
Alors ça peut sembler un peu naïf, un peu niais, et certainement ça l'est, mais il y a une volonté dans son chef, il y a un engagement supplémentaire de sa part. C'est-à-dire qu'au terme de son travail, il va désigner des victimes et des responsables. Et il y a même l'auteur d'un manuel d'investigation qui est très connu, qui s'appelle Mark Lee Hunter, qui lui va jusqu'à dire qu'au terme de son travail d'investigation, le journaliste doit aboutir à un jugement. Alors c'est un terme évidemment très fort, mais sans aller jusqu'au jugement, en tout cas, une conclusion forte. C'est un peu ce que Albert Londres disait lorsqu'il disait que la mission du journaliste, c'était de juger la chose jugée, quoi. Et voilà, ensuite, il y a une narration, bien évidemment, aussi, parce que ce ne sont pas les faits qui racontent l'histoire, c'est l'histoire qui raconte les faits. Et cette narration, elle suppose dans l'investigation une implication très forte du journaliste, vraiment avec un point de vue très fort. Et il y a une structure narrative qui est dramatique, en fait. Dramatique dans le sens où, justement, on doit aboutir à ce que l'histoire raconte les faits que l'on compile, quoi. Donc je dirais que c'est ça un peu ce qui différencie le journalisme d'investigation du journalisme plus classique. Vous voulez réagir Oui, mais moi, quand je fais des films, c'est aussi à long terme. Il y a des films qui prennent 20 ans, 15 ans, 12 ans. Et c'est aussi c'est une approche aussi que j'essaie de faire de la transmission. C'est-à-dire que par rapport à un sujet, d'autres personnes vont développer, que je vais filmer, et c'est pouvoir transmettre. Soit les personnes demandent de transmettre, donc là je suis témoin, soit je veux faire quelque chose sur une transmission. Et la transmission, pour moi, est très, très importante. Et là, parfois, la narration peut avoir son utilité. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, essentiellement, pour moi, c'est la transmission. Très bien. Quand vous réalisez vos travaux, ils s'adressent spécifiquement à un public cible. Vous avez mentionné que les citoyens se sont saisis, une de vos questions que vous avez soulevées. Est-ce que vous imaginez aussi les décideurs politiques ou d'autres acteurs qui pourraient saisir en fait des questions que vous soulevez? Et est-ce que vous voudriez en fait que justement ça puisse enrichir le débat démocratique? Un de vos deux. Oui, parce que si on fait quelque chose, c'est pour que ce soit publié, pour que ça puisse être lu ou visionné. Donc, c'est ça l'intérêt. Et parfois, quand ça prend plus d'ampleur, on est content. J'ai un peu plus de chance par rapport à la presse écrite, c'est que parfois, les sujets sont plus vite distribués par des réseaux sociaux ou la télévision, par exemple. La presse écrite, c'est une presse, je ne dirais pas plus intellectuelle, mais il faut faire la démarche d'aller prendre le temps de lire, et c'est ça le problème, c'est prendre le temps. Et je ne sais pas si on a encore, à l'heure actuelle, le temps de faire quelque chose. Même quand on nous demande de faire quelque chose, il y a souvent des reportages que je refuse de faire. Pourquoi ? Parce qu'on me laisse 3 jours pour le faire, ou une semaine, ou n'importe quoi. Alors j'appelle ça du news. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est justement la transmission, comme je l'ai dit. Et voilà. Et ça, c'est... Et le respect aussi, le respect des choses. Alors quand, évidemment, c'est... je prends par exemple L'Or noyé de Kamituga, c'est un film que j'ai commencé en 1981, qui de temps en temps... on reprend pour en discuter, parce que l'actualité est là. Pourquoi est-ce que le Congo va mal ? Parce qu'il est riche. Et pourquoi quand on déstabilise une région, on peut le voler. Donc là, maintenant, on voit... vous savez, on peut cultiver, par exemple, 3 récoltes, mais les femmes ne vont plus au champ parce qu'elles se font violer. Elles peuvent même aller dénoncer les personnes qui l'ont violée, mais ils ne le font pas parce que la première personne avec qui elle va dénoncer, c'est le commissaire ou n'importe quoi. Donc il y a une déstabilisation organisée pour pouvoir voler et que les gens n'ont plus rien à dire. Même les situations des droits humains sont tout à fait bafouées.
Alors, par exemple, parfois on est un peu content, comme Lord Kamitoe, il a été pris par l'AE pour pouvoir en discuter et avoir justement quelque chose qui fait une référence. Comme les films de Thierry Michel aussi, par exemple. Voilà, on est content alors là quand c'est reconnu, pas parce qu'on a fait, parce qu'on a pu être la transmission, on a pu être le rapporteur de gens qui ont souffert d'une situation ou qui souffrent d'une situation. Très bien. Vous vouliez aussi réagir par rapport à ça? Oui, je voulais revenir sur ce que disait Yvon à propos de la transmission. Le rôle du journaliste, avant tout, c'est d'être un témoin. Son métier, c'est de rapporter. Fondamentalement, le journalisme, ça reste, et à mon sens, ça restera toujours des choses vues et des êtres rencontrés. Mais il y a aussi ce devoir, me semble-t-il, du journaliste de participer à ce que j'appellerais le dérangement du monde, c'est-à-dire bousculer les idées reçues, inviter les gens à renoncer au prêt à penser, défier les vérités toutes faites, voilà, s'emparer aussi des contradictions de l'époque, hein. Toujours faire ressortir cette nuance, cette complexité qui doit être au cœur du travail du journaliste ou du documentariste, et qui aujourd'hui devient, comme je l'ai expliqué, une mission difficile, mais à laquelle il faut se tenir. Mon interrogation, c'est est-ce que le public aujourd'hui, d'une manière générale, même si le public, ça ne veut pas dire grand-chose, mais est-ce qu'il est en demande d'être dérangé, ou est-ce qu'au contraire, il attend plutôt d'être conforté et réconforté? Monsieur Lamens, oui. Je rajouterais justement ce qu'il dit. Donc voilà, on est un peu des artistes. En fait, le rôle d'un artiste, c'est de montrer des choses que les gens ne voient pas ou qui ne veulent pas voir. Donc c'est ça notre rôle, c'est de démontrer des choses pour que les gens puissent avoir un regard dévié. Et en plus, quand ce regard devient un regard croisé avec les choses qu'on décrit, c'est magnifique. Est-ce que finalement l'existence de vos métiers et la liberté de l'exercer peut être le baromètre d'une démocratie qui va bien? Oui, oui, très certainement. Alors, il n'y a pas que c'est pas qu'à l'aune de notre métier, de la liberté de l'exercer, de l'indépendance qui est la nôtre, qu'on mesure la santé d'une démocratie, mais ça en fait largement partie, bien évidemment. Les Indiens disent toujours un cinéaste ou un journaliste, ça doit être comme un baromètre, parce qu'on n'accuse pas un baromètre d'annoncer l'orage. Je trouve cette citation qui ressemble à ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on peut, du coup, équiper les citoyens, mais aussi les décideurs politiques, pour avoir un meilleur accès à ce genre d'informations et de réflexions que vous pouvez transmettre, soit à travers le journalisme d'investigation, soit à travers les films documentaires? Moi, j'étais très heureux d'avoir participé et travaillé avec Amnesty International sur un projet qui a duré longtemps. Il y a eu un concours pour toutes les écoles en dernière année qui devaient être en relation avec des droits humains, qui soient autres qu'Amnesty. Et donc, il y avait 5 écoles qui ont gagné, et je suis parti chaque fois avec 5 élèves, des jeunes de 18 ans. Donc, on a été filmer le procès des colonels en Argentine, l'excision au Mali, les femmes violées, les enfants soldats, etc. Et ça m'a remis fort en question parce qu'en fait, ces jeunes sont très intéressés de faire des choses. La seule chose qui m'a étonné, c'est que dans les 25 étudiants avec qui je suis parti, il y en avait 23 filles, un Belge et un étudiant mexicain qui venait faire Erasmus. Et là, je suis un petit peu étonné dans cette réflexion, c'est que les filles sont beaucoup plus intéressées, très jeunes, aux problèmes, à tous les problèmes. Très bien. Et est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à tout le monde, aux citoyens, décideurs politiques ou à la jeune génération? On dit souvent aujourd'hui que les citoyens tournent le dos à l'information parce qu'elle serait anxiogène, ce qui est vrai, hein, par ailleurs, qu'on n'annonce que des mauvaises nouvelles
et qu'on est dans une époque où il y en a beaucoup parce qu'on est parvenu au carrefour de toutes les crises. Moi, je pense que ce n'est pas véritablement la raison pour laquelle ils tournent le dos à l'information, c'est davantage le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que moi, comme journaliste d'investigation, c'est souvent ce que j'entends, c'est on me dit c'est très bien, vous dénoncez une situation, vous dénoncez un scandale, mais après, so what ? Qu'est-ce que je fais, moi, de tout ça comme citoyen ? Et donc, je pense qu'un des défis pour le journalisme aujourd'hui, c'est de donner la possibilité aux citoyens, aussi aux élus, mais les élus, eux, ils ont d'autres leviers d'action, mais en tout cas de donner la possibilité aux citoyens de s'emparer de notre travail. Donc d'une manière ou d'une autre, d'en faire quelque chose, de ne pas avoir le sentiment qu'ils sont impuissants, qu'ils n'ont aucune capacité à peser sur le réel. Donc leur donner la possibilité, je ne sais pas, de rejoindre des collectifs, de prendre part à des initiatives citoyennes pour faire bouger les lignes. Et puis alors revenir aussi sur l'information, parce que je l'ai expliqué, elle va de plus en plus vite, une affaire chasse l'autre, et donc je crois que c'est important, donc de nouveau, surtout dans le domaine de l'investigation, de revenir en disant il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans, on a dénoncé telle situation, et bien depuis les choses ont évolué favorablement, parce qu'il y a eu telle action parlementaire, etc. Donc donner une boîte à outils aux citoyens, ça me paraît être une bonne manière de faire. Oui, c'est très intéressant, parce que c'est aussi, je dis toujours qu'on est dans une société zapping. Les gens ne regardent plus une émission jusqu'au bout. Ils ont envie de zapper ou n'importe quoi. Et c'est pareil dans l'information. Et il y a aussi quelque chose que je suis assez... qui me fait peur, c'est qu'en Amérique, le mot de l'année, en 2022, ça a été gaslighting. Gaslighting, ça veut dire que l'agresseur se met en victime. Et de plus en plus, c'est comme ça. Et quand on voit des Trump et compagnie, c'est typiquement ça. Et ça devient très dangereux parce que, à force de ne pas vérifier et être tout le temps bombardé par des fausses informations ou des informations qui sont tout le temps contradictoires, ça rend les gens très méfiants ou ils ne s'intéressent plus. Et ça, c'est très, très dangereux. Je vous remercie beaucoup pour ces discussions intéressantes. Merci pour l'appel à l'action. Merci pour la mise en garde. Merci pour votre expertise. Ce que nous comprenons aujourd'hui, c'est qu'informer ne consiste pas seulement à décrire le monde. C'est participer à la santé même de notre démocratie. Le travail de ceux ou celles qui relatent les faits, qu'ils soient ancrés dans l'enquête ou dans la narration documentaire, rappelle combien la vérité, la nuance et la transparence sont essentielles pour permettre aux citoyens, ainsi qu'aux élus, d'exercer pleinement leur rôle. Dans un espace public saturé d'images et de messages, l'engagement que nos invités cherchent, c'est vérifier, contextualiser. C'est aussi une invitation à préserver la complexité du réel et à maintenir vivante la conversation démocratique. Merci à nos invités. Merci à vous qui nous regardez. À très bientôt dans La Pensée et les Hommes.